Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, s'est découvert une passion pour la navigation alors qu'il était préposé aux bénéficiaires dans un hôpital pour enfants. En novembre 2013, il est devenu la première personne de ce continent à traverser à la rame et en solo l'océan Atlantique. Ce qui lui a fait le plus peur durant ses 5000 km en mer, ce n'est pas d'avoir chaviré 10 fois, de s'être cogné la tête et d'avoir perdu connaissance, mais c'est plutôt de devoir descendre sous l'eau pour nettoyer la coque de son bateau. Son exploit est devenu une conférence, un livre et bientôt un documentaire scénique. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Mylène, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. On se connaît pas beaucoup tous les deux. C'est vrai. Je pense qu'on s'est croisés, mais qu'à une seule reprise. Ça se peut, oui. Mais qui ne connaît pas Mylène Paquette pour ce qu'elle a réalisé en tant que navigatrice, puis aussi en tant que femme? Et ça va faire bientôt 2 ans. Oui. 2 ans plus tard, tu vois ton exploit comment? C'est particulier parce que le temps s'est écoulé et puis j'ai eu le temps de... J'ai pas eu beaucoup de repos, en fait, de temps pour me reposer, parce que j'ai fait beaucoup de conférences, mais ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est d'en parler encore à tous les jours. Alors, c'est pas tout le monde, je pense, qui font des aventures comme ça, puis qui peuvent vivre de ces aventures-là. Quand je pense juste aux athlètes olympiques, qui souvent, il y a une nouvelle cuvée 4 ans plus tard et tout. Vrai. Donc, je me trouve très chanceuse, après 2 ans, d'être encore ici, en train d'en parler. Oui, puis que mon livre, ça va bien. Les conférences aussi, ça avance beaucoup. Puis, là, il y a un documentaire scénique. Oui, exactement. Un documentaire scénique. Explique-moi, c'est quoi un documentaire scénique? En fait, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. J'ai fait des recherches dans la littérature du documentaire scénique. Ça n'existe pas. Mais nous, à la base, ce qu'on a pensé, c'est qu'on avait beaucoup de bandes audio. Donc, des enregistrements audio, des meetings de mon équipe au sol, avec moi parfois sur l'appel téléphonique et souvent sans moi. Donc, on avait à peu près 52 heures de meetings téléphoniques. Donc, on avait là-dedans, on entendait la corne de brume du Queen Mary, le capitaine du Queen Mary, mon équipe au sol qui ne sait pas quoi faire parce qu'il y a une tempête qui s'en vient sur moi, la panique dans leur voix. On entendait toutes sortes de choses inédites aussi. Par exemple, on ne savait pas que la compagnie d'assurance qui assurait mon bateau a décidé de tirer la plug durant la traversée. Elle ne voulait plus assurer mon embarcation. Et moi non plus, je ne le savais pas pendant que j'étais sur l'océan en train de ramer. Donc, on avait plein de choses inédites. Et là, on s'est mis à écouter ça. Et j'ai fait beaucoup de conférences. Et parfois, j'essayais du matériel. Je faisais jouer ces pièces audio-là durant mes conférences. Puis là, ça emmenait les gens ailleurs, ça emmenait les spectateurs ailleurs. Ça nous amenait dans l'aventure, dans le fond. Oui, ça nous emmenait vraiment. On avait l'impression d'ouvrir la porte sur quelque chose que, normalement, on n'a pas accès. Donc, à partir de là, on voulait créer des ambiances et emmener les gens comme regarder un documentaire, mais le regarder sur scène. Donc, je suis sur scène toute seule et je vous présente ma traversée, mais dans le moment présent de la traversée. Pas comme une conférence où je vous explique ce qui s'est passé dans le passé. Et mon équipe au sol, les 4 membres les plus importants de mon équipe au sol sont là en fichier audio, donc en bande audio. Donc, on peut assister à leur meeting téléphonique comme si on faisait partie de l'équipe au sol. Donc, c'est un documentaire qui se déroule sur scène. Et ça, on va voir ça en 2016? Oui, exactement, en 2016. Es-tu tannée de raconter ton histoire? Non, je ne suis pas tannée de raconter mon histoire parce que je m'emmène toujours ailleurs et j'emmène toujours le monde ailleurs aussi. Je suis tannée, c'est pas... En fait... Des fois, les mêmes questions reviennent, mais c'est pas à moi d'être tannée des questions. J'avais juste à pas faire ça, je voulais pas me faire poser de questions. Donc, à un moment donné, quand je deviens tannée de répondre la même chose, je change pas ma réponse, mais je change ma façon de répondre à des questions. Ouais. Étais-tu destinée à faire ça dans ta vie, de t'illustrer de cette si grandiose façon-là? Je ne sais pas si j'étais destinée à faire ça, mais je me souviens que toute petite, même ma mère m'a rappelé ça très récemment, elle m'a dit, quand tu étais tout petite puis qu'il y avait des entrevues télé, des entrevues avec des gens qui avaient fait des choses spéciales, des choses très, très différentes, tu nous disais, taisez-vous, il faut les écouter, ces gens-là, ils sont inspirants. Donc, j'étais toute petite. Tu disais ça. Je disais ça, j'avais 5, 6, 7 ans, puis je disais à toute la famille, arrêtez, il faut les écouter, ces gens-là. Donc, c'est particulier. Puis je savais très jeune que j'allais faire quelque chose de différent. Et je ne savais pas quoi, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait,
l'aventure m'attirait. Je n'étais pas aventurière, j'étais tannante. Oui, j'ai grimpé dans des arbres comme tous les enfants, mais j'étais pas, je pense pas qu'il y a quelque chose qui me prédestinait à ça. J'étais un peu casse-cou, oui, mais c'est ça, je pense. C'est une famille comment, les Paquettes? Mes parents, en fait, se sont rencontrés à cause du ski alpin. Donc, les deux font du ski encore aujourd'hui. C'est une famille sportive. C'est une famille sportive assez aventurière parce que, bon, ma mère faisait des voyages d'aventure. Mon père, de son côté, faisait des voyages en ski, de l'héliski. Tu sais, j'arrivais à l'école puis je disais que mon père partait en ski d'hélicoptère. Personne ne me croyait. C'était dans les premiers à faire des voyages organisés en hélicoptère. Donc, ma famille, nous, on a grandi sur des skis. Donc, c'est des gens qui aimaient la nature, qui aimaient le sport puis qui aimaient se mettre des défis. Et pourtant, tu as grandi en ville. Oui. Tu n'étais pas en campagne, tu n'étais Pas pas dans du une tout. ville Ouais. en banlieue. Oui, et j'ai toujours été très jalouse des gens qui avaient des chalets dans le Nord ou qui avaient accès à la nature là, hebdomadairement. Nous, on allait en ski. L'été, on faisait du camping. Puis effectivement, j'ai grandi à Montréal-Nord, près de la rivière des Prairies. J'ai joué dans l'eau jusqu'aux genoux, mais C'était ça ton terrain de jeu. c'était mon terrain de jeu, oui. Toi, puis ta sœur Evelyne. Oui. Evelyne qui est plus jeune un peu, non? Elle est plus vieille. Elle est plus Oui, vieille? elle est plus vieille. OK, je 3 pensais ans qu'elle était plus que moi. jeune, tu Ouais. vois. Elle a 2 enfants. Toi, tu n'as Oui. pas d'enfants encore. Pas d'enfant, non. Est-ce que tu as décidé que ta vie, ça serait ça? En fait, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'avoir des enfants et à l'époque, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec les enfants. On va le dire, il y a l'hôpital général pour enfants puis il y a l'hôpital Sainte-Justine, donc les enfants les plus malades au Québec. Moi, j'étais volante dans l'hôpital, je faisais tous les départements, donc je voyais les cas les plus graves. Alors, pendant 10 ans de ma vie, j'avais peur d'avoir des enfants. Donc, j'ai fait le choix, à un moment donné, de ne pas avoir d'enfants et de repousser ça plus tard. C'est ironique quand même. Oui, j'avais vraiment peur de me retrouver dans la situation d'être le parent de ces De ces enfants-là. enfants-là. Oui, j'avais tellement peur. Puis même quand ma sœur a eu ses enfants, j'étais pris d'angoisse là, de non, ils vont être malades. C'est sûr, Evelyne, qu'ils vont être malades, tes enfants. Donc, je me suis dit, mais plus tard. Plus tard, j'aurai des enfants. Donc là, on est plus tard. Donc peut-être qu'éventuellement, j'aurai des enfants, mais c'est pas sur la table présentement. OK. Ouais. Tu viens d'avoir 37 ans. Oui, Donc, l'horloge biologique. exactement. L'horloge biologique, clic, clic. Dis-moi, parce que là, tu as abandonné une carrière, tu as étudié, je veux dire, pour être préposé aux bénéficiaires. Oui, en fait, j'ai fait un cours théorique pratique. Là. Je me suis retrouvée à faire ça parce que j'ai quitté mes études. Moi, je suis allée au cégep en design, après ça en cinéma. Et ça ne répondait pas à ce que je m'attendais dans ces deux programmes-là. Donc, j'avais même pas fini mon programme. Donc, tu avais une fibre artistique un peu. Oui, on peut j'avais dire. une fibre. OK. J'avais une fibre artistique. Puis j'aimais beaucoup écrire. Jeune, au secondaire, c'était mes seules bonnes notes. En fait, c'était français écrit. Donc, pour moi, ça a été un plaisir d'écrire mon livre. Là, j'avais ça, oui. Je pense que ça, Puis l'expression orale, ou comme les conférences que je fais aujourd'hui, je pense que à mon travail à Sainte-Justine, parce que j'ai travaillé un peu partout dans l'hôpital, je devais m'adapter à plein de publics différents, je devais m'adapter à des situations différentes. Donc, j'ai appris à jongler avec plein de domaines, en fait, différents. Donc, ça m'a un peu aidé à m'exprimer devant n'importe qui. Et d'ailleurs, tu as une façon assez facile de t'exprimer. Oui, je pense, oui. Étais-tu comme ça avant ou les conférences t'ont aidé un peu? Bien, je pense avant mon départ, donc avant de me lancer dans cette carrière-là là, de rame océanique, donc en 2013, je suis partie seule sur mon bateau, mais j'avais commencé à ramer en 2009. Et j'avais commencé à donner des conférences en amont de ma première traversée, alors avec les garçons en 2010. Donc, j'avais donné peut-être 125 conférences avant de quitter Halifax. Alors, depuis mon retour, j'en ai fait 260 environ. Donc, j'avais déjà une petite expérience d'entrevue, une petite expérience de conférence. Donc, je suis arrivée un peu réchauffée. Alors, je savais ce qui marchait pas, ce qu'il faut faire, pas faire. Alors, j'étais quand même... Je suis un peu allée à l'école, là, si on veut. Ouais. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais ça dit qu'un week-end, tu es avec ta sœur Evelyne. Oui. Vous faites de la navigation et que c'est là que tu pognes la piqûre. Exactement. Mais tu n'as Ouais. jamais fait ça avant? Non, pas du tout. Jamais. Puis tu décides à partir de là que tu vas être une navigatrice? Oui, en fait, c'est drôle parce que je le savais que je ne pouvais pas rester à l'hôpital Sainte-Justine longtemps. Ça ne me convenait pas, ce milieu-là, parce que j'étais tellement sensible. Je savais que, en fait, il y avait une grosse quête d'absolu en moi. Je voulais parcourir le monde, j'avais envie de voyager, puis je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait là, au bout de... d'ici quelques années. Donc, j'avais à l'époque 26 ans, donc 11 ans aujourd'hui. Et ma sœur m'invite à faire de la voile avec son nouveau copain au lac Champlain, qui a un voilier. Puis elle m'a dit, ça va être super le fun, on va être sur un bateau. C'est comme faire du camping sur l'eau, tu vas aimer ça. Et j'y vais de reculons, parce que je me dis, ah non, c'est pas vrai que je vais être pognée sur un bateau. Non, c'est plate au bout. J'avais des souvenirs de mon père avec son bateau moteur. On pouvait pas toujours descendre quand on voulait. Puis je me disais, bon, OK,
j'y vais quand même. Alors, je vais sur le lac Champlain 3 jours. Première journée, on navigue. C'est excellent, c'est le fun. Je comprends que c'est de la physique, faire avancer un bateau avec le vent. Mais pour moi, c'est de la magie, là. Puis c'est comme, il y a un langage pour les marins. On n'appelle pas toutes les cordes de la même façon sur le bateau. Les voiles ont tous un nom différent. Donc, c'est vraiment particulier. Et deuxième journée, on ne peut pas naviguer, ça brasse un peu trop, on est à l'ancre. Et je commence à feuilleter des magazines, des revues de voile qui sont là dans le bateau. Et là, je découvre que c'est un monde, parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en étant navigateurs, en faisant des traversées. Des traversées, oui, des courses à travers le monde. Donc, à ce moment-là, je découvre que c'est un métier. Alors, très naïvement, je me dis, bien, c'est ça que je veux faire maintenant. Alors, je veux faire ce qu'on faisait hier, toute la journée. Même aujourd'hui, ça brasse, puis c'est le fun, je veux faire ça dans la vie. Donc, je reviens à Montréal, j'en parle à personne, puis je cherche, je me mets, sur Internet, je cherche les courses, les gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Je me documente, puis je développe ma passion à partir de là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu es tombé sur un site Internet où il y a quelqu'un qui a traversé l'Atlantique à la rame. Exactement, Puis oui. tu te dis, moi, je vais faire ça un jour, c'est ça? Bien, même pas. En fait, je suis tombée sur le site web de la femme qui avait traversé l'Atlantique à la rame. C'est une Française. Oui, d'ailleurs, j'ai ça ici. Attends un peu, je vais te dire son nom. Oui. Ta-ta-ta-ta-ta. C'est Maude Fontenoy. C'est ça, exactement. Oui. Elle a fait ça du 13 juin au 10 octobre 2003, de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Corogne, en Espagne. Elle a fait 3000 km, alors que toi, tu en as fait 5000. Exactement, Ouais. oui. Donc, je ne l'avais pas suivi. Et c'était arrivé quelques années plus tôt, là, peut-être 4 ans plus tôt, 3-4 ans plus tôt. Et en fait, c'est même pas, avant même de lire son nom, avant de voir de où à où elle avait passé, moi, j'ai vu la photo de son embarcation. De haut, c'est une prise de vue en hélicoptère. Je voyais toutes les vagues autour d'elle. Donc, je voyais l'immensité, l'absolu autour d'elle. Puis, en fait, je voyais juste un petit bout de femme avec une rame de chaque côté, un petit bateau. Puis, je me suis tout de suite dit, shit, c'est ça que je vais faire. Excusez, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et les deux seules questions que je me suis posées, c'est combien ça coûte puis quand est-ce que je reviens. Je le savais que j'allais faire pareil. Elle ne s'est même pas posé cette question-là, combien ça coûte, parce que son père est PDG de plusieurs grandes compagnies en Europe. Je crois que oui. France. Oui, je pense que oui. Immensément riche. Puis elle a cette passion-là. D'ailleurs, je pense que vous avez un an de différence, elle et toi. Oui, je pense. Oui. Elle a 38, puis toi, tu as 37. Oui, ou l'inverse, 36. Mais il y a quand même, quand on dit la première personne du continent américain à traverser à la rame en solo l'océan Atlantique, ça veut dire que depuis toujours, il n'y a personne qui avait pensé à faire ça avant toi? Bien, en fait, il y a deux personnes qui l'avaient fait en double en 1897, si je ne me trompe pas. Arbo et Samuelson. Donc, il y a déjà 110 ans, 120 ans, les gens qui l'ont fait. Et il y a des Français, des Anglais, des Irlandais aussi qui se sont essayés sur différents parcours. Donc, l'Atlantique Sud, comme ce que j'avais fait en équipage, en 2010, il y a au-delà de 200 rameurs qui l'ont fait. Mais l'Atlantique Nord, le parcours d'ouest en est, donc de l'Amérique à l'Europe, il y a quelques Américains qui avaient tenté de le faire et qui n'avaient pas réussi. Donc, les statistiques disent qu'à peu près 35 personnes avaient tenté de le réaliser et seulement 11 personnes l'avaient réalisé avec succès. Et c'était tous des Français, des Européens. Donc, moi, j'avais vu, quand j'ai découvert, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient réussi, je me suis dit, bien, c'est une opportunité, j'aimerais ça être la première à faire quelque chose. Il me semble que c'est le fun, tu sais, d'être le premier. Le deuxième, on ne se souvient pas nécessairement, mais le premier du continent, c'est le fun. Puis de passer devant les garçons. Oui, c'est ça, parce que c'est pas juste la première femme, c'est la première personne. Donc, toute catégorie confondue, tu es la première à avoir réalisé Oui, cet sur le exploit. continent. Sur le continent. 129 jours, 23 heures, 47 minutes. Exactement. Ça t'aurait pas tenté de ralentir un peu pour arriver à 130? Bien, c'est ce que je me disais, parce que moi, depuis mon retour, j'ai dit 129 jours, mais je pense que je pourrais arrondir à 130. Oui, exactement. Ces 130 jours ont changé ta vie littéralement, non? Oui, puis bien, je pense que c'est pas juste ces 130 jours-là, mais c'est le projet dans son ensemble, parce que, tu sais, ce désir-là de traverser l'océan à la rame qui me mangeait par en dedans, en fait, c'est arrivé comme un coup de foudre. J'ai découvert que c'était possible. Puis après ça, j'ai lu sur le projet, sur le sujet. Et là, je me rendais compte à quel point que c'était unique comme expérience, d'être en contact avec la nature constamment. Alors, c'est ce qui m'attirait dans ce projet-là. Nous, on t'a suivi à la radio, bien sûr, à travers ton site web, toute ton aventure. Et on a dit cette fille-là est absolument incroyable. Et on a eu peur pour toi. Est-ce que tu as eu peur pour toi, à part le fait que tu n'aimais pas aller sous l'eau? J'ai eu peur pour moi à quelques reprises, mais je dirais que, en fait, moi, je m'étais préparée
à ne pas réussir, mais ne pas réussir à l'extrême, donc à y laisser ma vie, parce qu'on peut laisser sa vie en étant policier, infirmière, en faisant n'importe quel métier, en Tu étais étant... prête à payer de ta vie ce rêve-là, c'est ça? J'étais pas prête à prendre des risques pour en payer de ma vie, mais j'étais prête à être une aventurière responsable et à faire mon testament avant de partir, enregistrer une vidéo post-mortem, faire vraiment décider quand est-ce qu'on arrête les recherches. Donc, j'avais vraiment tout préparé au cas où je disparaisse, parce qu'il faut être responsable comme aventurière. Bien sûr, Donc, bien sûr. je me disais, il y en a plein qui ont des métiers dangereux puis qui font même pas cette préparation-là. Donc, je me disais, je veux que ce soit le plus doux possible pour les gens que j'aime, pour ma famille, mes amis. Alors, je m'étais préparée à mourir. Si ça devait arriver, ça allait bien se passer. Bien se passer, on se comprend. Mais je ne m'étais pas préparée à rater mon coup, donc à revenir, pas de bateau, à revenir si j'étais rapatriée. Pour moi, ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Je m'étais préparée aussi pas nécessairement à réussir. Je n'avais pas vu l'ampleur que ça pouvait prendre. Je ne pensais pas que ça allait tellement faire jaser et qu'il y avait autant de gens qui allaient me suivre durant cette aventure-là. En fait, je ne m'étais pas faite d'attente nécessairement par rapport à ça. Moi, je voulais vraiment vivre cette aventure-là. C'était toi pour toi. C'est ça, mais je voulais la partager, l'aventure. Donc, je voulais que le public soit au courant, qu'il me suive, mais je ne voyais pas vraiment les retombées après ça. Je me disais que j'allais sûrement faire assez de conférences pour rembourser mes dettes, mais c'était tout ce que je voulais. Et je me posais pas de questions, qu'est-ce que je vais faire après nécessairement? Peut-être d'autres aventures. Alors, pendant que j'étais sur l'océan, puis il était question de revenir sur le continent canadien, le continent américain, parce que j'avançais pas, la météo était pas bonne, ça fonctionnait pas. Et à un moment donné, je me disais, l'important, là, c'est que je reste en vie, oui, mais que je reste avec le bateau. Parce que si je perds le bateau, là, je suis vraiment dans le trou noir financier. Parce que le bateau a une certaine valeur. Il faut que je revienne avec le bateau parce que moi, si ça marche pas cette année, je recommence l'année prochaine. Le bateau qui s'appelle le Hermel. Oui. Dans ce bloc-ci, on jase ensemble. Je demande à mes invités de me soumettre 5 sujets dont ils aimeraient discuter et on en discute pendant les prochaines minutes. Le premier de tes sujets, c'est l'environnement. Oui. Avais-tu une fibre aussi environnementaliste avant de prendre la mer? En fait, oui, j'avais quand même la fibre. Je pensais beaucoup à l'environnement, puis c'était dans mon quotidien. Je faisais attention à tout. Dans mon travail à Sainte-Justine, il y a des choses qui me outraient, là, qui me disaient, ben non, on ne peut pas jeter autant de papier ou autant de plastique. Alors, je faisais plein de choses à petite échelle. À un moment donné, essayer de changer les choses. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, c'est pas moi, dans ma petite communauté, que je peux vraiment faire des changements. Donc, quand je me suis mis à ramer, à aspirer, traverser l'Atlantique à la rame, je me suis associée à des causes environnementales. Et sur l'océan, ça m'a convaincue que j'étais sur la bonne voie parce que j'ai vu beaucoup de plastique. Dès mes premières aventures, je voyais des déchets, je voyais des morceaux de plastique, je voyais des ziplocs, des poubelles carrément sur l'océan. Donc, c'était pas tant la quantité non plus de déchets que je voyais sur l'eau que la réaction des gens avec moi sur le bateau. Je disais, mais non, c'est pas grave, c'est pas vraiment important, on peut rien faire pour changer ça. Donc, c'était cette mentalité-là qui me dérangeait presque plus que... Ouais. Est-ce que est-ce que c'est dans l'océan Atlantique qu'il y a cette espèce de continent de plastique? Plus dans le Pacifique. Là, on vient de découvrir un autre continent de plastique. Là. Je pense que c'est plus dans le nord, là, près de l'Arctique. Mais je pense qu'il y en a près de 9 ou 10 gires, là, des endroits qui tournent et puis où se rassemblent les déchets de plastique, les détritus. Puis ce qui est dommage en plus, c'est que c'est que la pointe de l'iceberg parce qu'il y a à peu près 80 des plastiques qui sont dans le fond. Qui sont dans le fond et qui sont, d'abord, qui se dégradent et que les poissons et les ingèrent et toute la vie marine aussi. Ouais. Là. Qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle? Tu l'as dit, on est bien impuissant, mais est-ce que... Parce que ça se peut pas qu'on soit à ce point dépassé, puis on le voit avec le réchauffement climatique, et que les gens n'allument pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la fibre environnementaliste. Exactement. Mais combien d'autres s'en foutent? Bien, exactement. Oui, les gens s'en foutent, puis les gouvernements aussi. Donc, tu sais, quand on parle d'environnement, c'est aussi la santé publique. Je pense qu'un jour, on va découvrir le cancer, ça vient des plastiques qu'on ingère, ça vient des perturbateurs endocriniens qui nous entourent, de tout ce ce qui pollue autour de nous. On est dans un environnement vraiment pas sain actuellement. Donc, de parler d'environnement à travers mes aventures, mais surtout de faire apprécier l'environnement aux gens.
puis dans mes communications le plus possible, bien, de renseigner les gens sur la nature. Donc, quand moi, j'étais sur l'océan et que mon équipe au sol me disait « ta photo avec ton petit canard, là, en train d'enlever l'encre flottante, a été partagée 125 fois », j'étais contente. Mais quand ils me disaient « la capsule d'éducation en environnement qui parle du Gulf Stream et des plastiques sur l'océan et des oiseaux et des mammifères marins a été partagée 150 fois », là, je jubilais. Là, je me disais « c'est le fun parce que les gens... » ils apprennent à travers mon Atlantique. Oui, il m'a traversé de l'Atlantique. C'était ton Atlantique aussi. Exactement. Quelle sorte de relation as-tu eu avec cet océan-là durant ces 129 jours? C'est particulier, ça, parce que la relation qu'on développe avec l'environnement qui nous entoure, c'est un peu pareil comme quand on est en société. Hein? Souvent, on fait de la projection sur les autres, puis on se dit « Ah, lui, tu sais, ou elle, telle personne. » Est-ce que tu l'incarnes? Oui, tu lui as exactement. Donné une âme? Donc, les journées où est-ce que des fois, c'était pas beau à l'extérieur, c'était orageux, c'était sombre, c'était violent, moi, j'étais de bonne humeur ces journées-là, puis je la trouvais belle. Je la trouvais le fun, l'océan. Je la trouvais ratoureuse. Je trouvais qu'elle avait elle avait du panache aujourd'hui. Tu sais, elle était belle. C'était une femme. Bien, c'est ça, oui. Je lui donnais des fois un sexe différent. Puis il y a des fois où est-ce qu'elle était juste plate ou des petites vagues. Il faisait très, très beau, puis j'avais pas une belle attitude ces journées-là, puis je la trouvais donc poche, puis je la trouvais donc pas fine, puis tu sais, pas agréable, puis c'était pas correct. Puis donc, on fait beaucoup de projections sur ce qui nous entoure aussi, pas seulement que sur les humains. Ouais. L'important aussi, tu le dis dans ton prochain sujet, c'est de se connecter sur la nature. Oui, vraiment. C'est drôle que tu dises ça, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup fait ça. C'est fou comment ça redonne de l'énergie. On devrait tous aller marcher au moins une demi-heure en forêt une fois par jour. Oui, c'est incroyable. Juste écouter, juste entendre, écouter. Les bruits de la nature. Exactement, observer. Tu sais, je sais pas, je ramasse mes feuilles mortes, là. Mais c'est la nature, les feuilles mortes, tu sais. C'est d'écouter, tu sais, le son que ça fait quand on les jette, prendre le temps de sentir, de marcher, d'être dans son corps plutôt que de tout le temps faire ça de façon pressée. Puis automatique. Automatique, oui. Tu sais, te débarrasser de ces moments-là, tu sais, pelleter l'hiver, tu sais, toucher à la neige. Puis c'est ça aussi la nature. C'est pas parce qu'on habite en ville, dans du béton, puis qu'on voit pas beaucoup d'arbres, ou on voit pas le Saint-Laurent, on voit pas l'eau, qu'on peut pas être connecté avec la nature. La nature, c'est aussi un oiseau, hein? Puis les oiseaux, il y en a partout. C'est vrai, oui. Parle-moi de la santé, c'est un autre de tes sujets fétiches. Oui, c'est ça, la santé. Ben, en fait, ça devient un peu fou à quel point, des fois, je me dis, bon, OK, je veux bien manger, je veux m'entraîner, je veux faire de l'exercice, je veux prendre soin de moi, mais c'est à m'en rendre malade des fois. Donc, des fois, il ne faut juste pas stresser à se rendre en santé parce que... On va se rendre malade à essayer de se rendre en santé. Exactement. Tout donne le cancer. Puis saviez-vous que vivre donne le cancer? Donc... Oui, mais c'est ça. À un moment donné... Vivre, c'est mourir à tous les jours. C'est vrai, oui. As-tu cette urgence de vivre? Oui, moi, je sens cette urgence de vivre-là. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a lancée dans cette vie-là d'aventurière parce que j'arrivais près de la trentaine, puis je me disais, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'études, j'ai travaillé à Sainte-Justine, mais j'ai rien accompli, j'ai rien réussi dans ma vie. Donc, il y avait une certaine urgence de vivre qui me projetait en avant, puis qui me donnait le goût de m'accomplir. Il y a une jeune fille qui aujourd'hui est décédée à 17 ans, Cynthia Lagacé. Oui, exactement. Qui avait une leucémie, c'est tout ça? Oui, une leucémie, oui. Que tu croisais et qui t'a dit, tu connais pas ça, la peur, parce que tu avais parlé de ton projet de traverser l'Atlantique. Et c'est elle, finalement, qui t'a donné d'étincelle, non? Oui, en fait, je lui avais pas parlé de mon projet. Non, moi, je connaissais Cynthia depuis presque 2 ans. Je la côtoyais sur différents départements à Sainte-Justine. Je l'avais en hémato-oncologie, en orthopédie, et je voyais ses parents, sa famille et tout. Et Cynthia me demandait souvent à son chevet. Quand j'étais ailleurs dans l'hôpital, son père me disait « Va voir Cynthia, t'attends, tout ça ». Donc, une nuit, je travaille avec elle. Je suis toute la nuit avec elle, puis moi, je veux pas la perdre, Cynthia. Je suis très sensible, j'aimais tous les enfants, les familles et tout ça, mais je l'aimais d'amitié, cette patiente-là. J'avais un attachement pour elle, puis elle voulait laisser tomber, puis elle faisait juste me renseigner de sa décision. Puis moi, je ne voulais pas. Je voulais pas qu'elle parte. Je voulais pas qu'elle laisse tomber. Elle était en train de me dire qu'elle acceptait de partir. Puis je refusais qu'elle quitte, puis je voulais pas qu'elle baisse les bras. Puis j'essayais de lui dire que les enfants que je connais, que je côtoie depuis des années, bien, ceux qui se battent, ils réussissent à s'en sortir. Donc j'étais très, très... presque négative avec elle à ce moment-là. Puis elle m'a dit, tu sais pas c'est quoi de te battre. Puis vous, les adultes ici, vous savez pas ce que c'est. Donc elle m'a vraiment dit carrément, ferme-la, tu sais pas de quoi tu parles. T'as même pas peur. T'es qui pour me dire ça? Ouais. Donc j'ai eu l'étincelle de me dire, je peux peut-être
traverser mon océan à moi, puis moi, c'est un défi que je choisis, c'est une peur que je choisis d'affronter, l'eau, mais je peux peut-être les influencer, eux, à prendre leurs problèmes à bras-le-corps, puis à apprendre de ces problèmes-là un jour. Ouais. Le dernier de tes sujets, c'est le vieillissement. Le vieillissement de soi, mais aussi le vieillissement des autres, de nos parents, Oui, de nos amis. mais quand je parle du vieillissement, c'est surtout le temps. Moi, le temps me fascine. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps? temps, En c'est fait, ce qu'on le passe là. vieillissement, c'est ça, c'est le temps, c'est ce qu'on fait là. On C'est prend ça. notre temps. Oui. Donc, on a une certaine quantité de temps dans notre vie, puis on choisit où on l'investit. Donc, c'est un peu comme une banque de temps. C'est vrai. Puis, Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrête. Exactement. C'est ça. On ne sait pas. Puis on dirait que je m'attache beaucoup à... En fait, je développe beaucoup mes connaissances par rapport à la physique quantique, puis les voyages dans le temps, puis tout ce qui est aussi l'astronomie et tout. Je m'endors en lisant ce qui se passe avec l'accélérateur de particules. Ah oui. Tu sais, je lis ça, j'essaie de comprendre, ça m'endort. Donc... Avec le monde parallèle. parce Avec que- les ouais, mondes parallèles, ouais, oui, c'est ça. il y a quelque chose qui m'attire beaucoup là-dedans et ça me fait être plus en paix avec le temps qui passe. Ouais. Essayer de comprendre ces choses-là, mais je pense que l'être humain a toujours essayé de comprendre ces choses-là qui sont intangibles et tout. Mais les grandes théories de la physique quantique, la théorie des cordes, tout ça, je suis devenue fascinée par ça récemment dans la dernière année, mais ça me fait, on dirait, prendre la vie avec un grain de sel. Ça me fait avoir du recul sur ce qu'on appelle le vieillissement, justement. Parce que là, à 37 ans, je vous dirais pas que je suis stressée de vieillir, mais Mais ça va venir. c'est ça. Puis, tu sais, je vois que je suis pas pareil comme il y a 10 ans, à 27 ans, à 26 ans. Donc, ça me fait un peu prendre la vie avec un grain de sel, puis prendre le vieillissement, justement, avec un grain En de tout cas, sel. tu utilises bien ton temps. C'est ce qu'on Merci. peut voir. Mais c'est bien de perdre notre temps, des fois aussi. Oui, oui, c'est vrai. Juste, C'est le fun. oui, absolument. t'as raison. Ben, nous, on ne perd pas de temps. On s'en va au prochain bloc, C'est bon. même si on n'est pas pressé. Trois moments qui ont changé ta vie et trois citations qui te collent à la peau. C'est ça le prochain bloc. Ouais. Le premier de ces moments, c'est le décès de ton grand-père. Oui, le décès de mon grand-père. Tu m'as parlé de ton père et de ta mère qui semblent Ouais. être très importants dans ta vie. Puis ton grand-père, c'est le paternel ou le maternel? C'est le papa de ma mère. OK. Oui, le Donc, papa de ma grand-père maman. maternel. Oui. Alors, mon grand-père a quitté avant ma grand-mère, mais quand en fait, c'était comme une étape de la vie pour moi. Mes autres grands-parents, en fait, je les ai jamais connus, les OK, parents de mon donc père. c'était le premier décès dans ta vie. Bien, j'en avais vu des décès. J'avais travaillé avec des patients oui. aussi. tu sais, OK, puis donc c'est j'avais... beaucoup plus tard dans ta Oui, vie. j'avais OK. des amis aussi qui étaient décédés, donc j'avais déjà côtoyé la mort. Mais en fait, non, excuse-moi, à l'époque, j'avais pas encore travaillé à Sainte-Justine, non, pas du tout. Donc c'était Oui, c'est ça. C'était le premier décès. Non, parce que ça m'a vraiment propulsée justement dans ce métier-là de préposé aux bénéficiaires. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais pas encore connu ça. en fait, de gens proches de moi qui étaient décédés. J'avais des grands-oncles, des grandes-tantes et tout. Mais en fait, ce que ça a provoqué chez moi, c'est que j'ai vu que c'était une étape naturelle de la vie, bon, de perdre ses parents, ses grands-parents. Ça faisait partie de ça. Mais c'était comme, on dirait, un pan de mon histoire qui partait. Parce que mon grand-père me retenait au passé. J'apprenais des choses de l'ancien temps. Fait que donc tu le côtoyais régulièrement. Oui, mes grands-parents, je me souviens que ma grand-mère, je l'appelais à tous les jours. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, là, je l'appelais à tous les jours, à tous les soirs. Puis même encore, parfois, j'ai le réflexe de dire « Ah, je dirais ça à grand-maman aujourd'hui. Ah, je dirais ça à grand-maman. » Donc les deux sont décédés. Oui, les deux sont décédés. Et quand mon grand-père est décédé, je le savais que ma grand-mère allait suivre pas très longtemps après. Et mon grand-père, c'était un conteur, c'était C'était Romuald. Romuald. Oui, Romuald et Alice, oui. Et mon grand-père, c'est celui qui m'a emmené, qui m'a joué des tours, il me faisait des tours de magie, il m'emmenait... justement, je commence mon livre en parlant de mon grand-père, d'une expérience que j'ai eue avec lui quand j'étais tout petite et du décès de mon grand-père. Donc, Tu étais là ouais. quand il est décédé? J'étais pas là quand il est décédé, je suis venue, bon, la journée même, là, mais ouais. Il est décédé d'Alzheimer, donc ça s'est passé rapidement, pas sur 20 ans, là, donc sur toi, quelques t'avais des années. souvenirs, Mais... mais plus lui. Exactement, oui. C'est ironique quand même, ça. Oui, c'est spécial. Puis pour moi, c'était une partie de notre histoire, de la famille qui partait, tu sais. Il t'a laissé quoi, Romuald? Je pense que je raconte les choses comme lui, peut-être, parce que c'était un conteur, c'était un raconteur d'histoire. Donc, quand les gens me disent « tu racontes bien », je pense que ça vient... Ça vient de Romuald. Ça vient de mon grand-père paternel. Ta ouais. grand-mère? Ma grand-mère, Alice, était tellement délicate, douce, était tellement gentille puis aimante. Elle avait toujours de l'amour dans les yeux, tu sais. Fait que je pense qu'elle m'a laissé ça, oui. Ouais, elle aimait les gens, oui. Donc ça, c'est pas le côté paquette, c'est le côté... Bellemare, le côté de ma la mère. famille ouais. Bellemare.
Ta découverte de la voile, on en a parlé. Oui. Tu es cette fin de semaine-là sur le lac Champlain avec ta sœur, puis son nouveau chum, puis boum, tu tombes en amour. Oui, je tombe en amour avec. Oui, exactement. Je tombe en amour avec la voile. Donc, ce qui est important dans ce moment-là, pour moi, en fait, c'est. Tu sais, on a tous des moments dans la vie où on prend des décisions sans trop s'en rendre compte. À ce moment-là, j'étais très naïve. Je me disais, moi, je veux devenir navigatrice. Moi aussi, je veux parcourir le monde sur des voiliers. C'est ce que je veux faire. Et il y a comme une petite intuition en moi qui me disait, ça va être dur. Mais je suis comme naïvement allée là-dedans quand même. Il faut que ça soit de façon naïve, parce que si on sait tous les obstacles Ah auxquels non, on va faire c'est face, sûr. Ouais. quelquefois, ça peut nous empêcher d'aller vers nos rêves. Oui, d'aller vers nos rêves. Puis à ce moment-là, en fait, il n'était pas défini mon rêve. Il n'était pas comme je veux faire de là à là, je veux utiliser tel bateau. Mais je le savais que je voulais vivre de la navigation. Et tu l'avais annoncé, je pense que c'est lors de ta fête de tes 30 ans, tu l'as annoncé à ta famille que tu allais devenir une navigatrice. Puis quelques temps après, tu as commencé à t'entraîner. Oui, exactement. Mais là, est-ce que tu as encore ton emploi à ce moment-là? Oui, j'ai toujours, à ce moment-là, je travaille encore à Sainte-Justine. Et donc, je pars une première fois sur l'océan avec 5 coéquipiers à la rame en 2010. Tu étais du Maroc à la Barbade. Oui, du Maroc à la Barbade en 58 jours. Et ensuite, je reviens à l'hôpital Sainte-Justine. Et là, je repars, j'achète mon bateau à rame océanique, je l'importe au Canada. Et là, je vais m'entraîner de Montréal aux îles de la Madeleine en 2011. Tu l'as fait, ça? Je l'ai fait, mais en cours de route, mon employeur à Sainte-Justine, je me rappellerai toujours, ma patronne Martine me dit, Vilaine, est au téléphone, puis elle me dit, là, on veut t'encourager dans ta nouvelle vie d'exploratrice, d'aventurière, mais à un moment donné, il faut que tu enlèves ton filet de sécurité qui est ton emploi. Parce que là, il faut que tu sautes dans le vide. Puis je t'encourage à le faire. Oui, c'est ça, parce que sinon, il faut que tu rentres demain matin. Ouais. Alors, j'ai dû quitter mon emploi à Sainte-Justine, puis j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui comprenaient ce désir-là de changer de vie puis de changer de carrière. Es-tu téméraire? Téméraire, non. Parce que je mesure, c'est ça, parce que je mesure les dangers puis que je veux prévenir les risques le plus possible. Donc, je suis pas téméraire, donc je suis pas brave non plus. Je suis courageuse, mais je suis pas brave. C'est quoi la nuance entre les deux? En fait, je pense que courageux, c'est qu'on sait, on reconnaît le danger dans quoi on s'en va et on mesure les risques. Brave, c'est qu'on regarde pas. T'sais, on est téméraire, on regarde pas, on fonce dans le tas. Un peu comme être sur le front à la guerre, tu sais que tu vas manger des balles. Oui. Donc, je suis pas brave. Je suis téméraire. Pas téméraire, pardon, je suis courageuse. As-tu pu surmonter ta peur de l'eau? J'ai moins peur de l'eau. C'est resté? Oui, c'est resté. J'ai moins peur de l'eau, mais... Ça vient d'où, ça? En fait, comme tout le monde qui a peur de l'eau, je pense que ça vient des films jazz. Je pense que carrément, ça vient de... Tu sais, moi, j'ai grandi, je suis dans 78. Donc, c'est pas l'eau qui te fait peur, mais ce qu'il y a dans l'eau. Je pense que c'est ce qu'il y a dans l'eau, puis c'est quand ma tête est dans l'eau, mes oreilles sont dans l'eau, mes oreilles bourdonnent. J'ai comme l'impression que les dimensions sont plus pareilles. Là. C'est comme un vertige pour toi. C'est un vertige. Oui, il y a en arrière, à côté, en dessous, il faut que tu regardes partout. Tu as des yeux juste en avant. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de moi? Combien de fois j'étais dans une piscine et que mes propres cheveux en tournant ma tête me faisaient peur puis que je sortais à m'époumoner de la piscine. Alors, j'ai grandi en étant persuadée que jazz était dans la piscine. Okay. Alors, sur l'océan, ça ne me dérange pas d'être sur l'eau, d'être sur le quai, d'être sur un bateau, mais être immergé dans l'eau, c'est là qu'on est en danger dans ma tête à moi, tu sais. Donc, ça va t'empêcher de pleinement goûter ton bonheur si tu refais une autre traversée? Bien, en fait, il y a tellement de navigateurs, de marins, il y a des Vendée-Globistes, des gens qui font le Vendée-Globe, qui ont peur de nager, qui ne savent pas nager, qui ont peur de l'eau. Donc, je pense que ça me nourrit, cette peur-là, plus que ça m'empêche. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment très nourrissante et... les fois où est-ce que là, j'ai eu moins peur de l'eau récemment, je suis allée faire du snorkeling, je suis allée m'entraîner à la voile aux Bahamas l'hiver dernier et je faisais du snorkeling dans l'eau. Puis là, on suivait les requins, les nurse sharks, là, les requins nourrices. Puis à un moment donné, bien, j'étais vraiment acclimatée puis je me disais, il y a du monde pas loin, je suis correcte. Et je me suis mis à nager après un requin nourrice comme ça. Qui n'est pas dangereux. Qui n'est pas dangereux. Oui. Et je me suis fait crier après parce que c'était pas un requin nourrice. Oh! Alors, je me dis, bon, ben là, j'ai été téméraire parce que je me suis dit, ils sont cool, les requins, ils sont beaux, ils sont gentils, mais non, ils ne sont pas tous des requins nourrices des fois. Donc, c'est bien d'avoir peur. Ça nous retient de faire des folies comme ça. Absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que ça, c'est un autre de tes grands moments dans ta vie quand tu as traversé la ligne d'arrivée du Cap Lizard le 12 novembre 2013. C'est particulier parce que ce moment-là, tu sais, depuis les 8 dernières années de ma vie, à ce moment-là, je me disais, bien en fait, tout le temps où je ramais sur l'océan, je me projetais dans l'avenir puis je me disais, comment je vais me sentir sur la ligne d'arrivée?
comment je vais me sentir, tu sais, avoir des tambours, des trompettes, de la musique classique dans ma tête, tu sais, comme la fin d'un film, tu sais. Alors, je me Le disais... générique. Exactement. Alors, je me disais, ça va être incroyable, le sentiment que je vais sentir. J'essayais de me projeter en avant puis de ressentir les émotions que je vais ressentir sur la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée, tout simplement, c'est pas une ligne, il n'y a rien, il n'y a pas de ruban, il n'y a rien, c'est de l'eau. Et mon équipe au sol est dans un moteur, un bateau moteur, c'est-à-dire, ils viennent me rejoindre, ils tournent autour de moi. Et mon routeur météo, Michel, un des membres de mon équipe au sol qui est super important, Michel Meulenet. Michel Meulenet, Oui. exactement. Il est dans le bateau et je ne sais pas, c'est-tu correct? Pouvez-vous m'accoster? J'ai-tu franchi la ligne? J'ai-tu pas franchi la ligne? Puis il me regarde, puis là, on se serre. Les deux bateaux sont collés, il me fait une accolade. Il dit, c'est beau, t'as fini, la ligne est derrière, tu sais. Puis j'ai fait, ah! C'est juste ça. C'est juste ça. OK. Puis là, je me suis dit, Autant Rami. ouais. Puis la seule chose qui a monté en moi, c'est, ah! Fait que finalement, c'était une bonne idée de traverser l'Atlantique à la rame. Puis finalement, tout ça, c'était correct. C'était une bonne idée de me lancer là-dedans. Parce que j'ai douté pendant 8 ans, je fais-tu la bonne affaire, je m'endette, je m'entraîne fort, je laisse passer ma vie sociable, je mets de côté tellement de choses, je fais tellement de choix puis de sacrifices, puis je ne sais pas si tout ça, ça va en valoir la peine. Mais là, sur la ligne d'arrivée, je me suis juste rendu compte que finalement, ça valait la peine, c'était correct, je l'ai réussi, puis j'étais encore en vie. Mais là, y a-tu Donc- du monde qui t'attend à part ton équipe à ce moment-là? Ben, Pas- là, à la ligne d'arrivée, c'est tellement en haute mer. Ben, c'est tu sais, ça. Il n'y a personne d'autre que mon équipe au sol. Mais après ça, à Lorient, là, il y a des gens qui m'attendaient et tout. Mais c'était quand même 16 heures de remorquage entre la ligne d'arrivée et la ville de Lorient. Ouais, c'était quand même long. Dans tes citations, et elle était écrite, cette citation-là, dans ton bateau, Oui. elle est de Philippe Guéluc. Boire du café empêche de dormir, par contre, dormir empêche de boire du café. Oui. Pourquoi elle t'a trouve frappé, ça- cette citation-là? Elle m'a toujours frappée parce qu'on se dit, tu peux pas tout avoir et tout en même temps. Donc, au lieu de mettre l'accent sur les choses que tu peux pas faire présentement, mets donc l'accent sur les choses que tu peux faire. Tu sais, un peu comme, ben oui, tu sais, boire du café empêche de dormir, tu as des conséquences à ce que tu fais, mais dormir empêche de boire du café. Donc, pendant que tu dors pas, pendant que tu dors, tu peux pas Ok, boire donc de café. c'est de faire une C'est- chose à la fois, dans le C'est de fond, faire une hein? chose à la fois, exactement, puis de se concentrer sur ce qu'on fait puis sur ce qu'on a actuellement. Donc, le moment présent. Oui, puis Pas si essayer on de se fait projeter. quelque chose qui va nous empêcher de faire quelque chose tantôt, bien, c'est de le savourer encore plus, la chose qui va m'empêcher de dormir tantôt. Donc, quand j'étais en train de ramer, je me disais, ouais, ramer empêche de boire du café aussi. Donc, ramer empêche d'être sur Terre présentement. Tu sais, je vois des baleines, je vois des mammifères marins, je vois les étoiles, je vois les planctons luminescents dans l'eau. Je rencontre plein de gens à travers ce projet-là. Ça m'a emmené ici. Donc, c'est de voir, de mettre les choses en perspective puis de toujours voir le positif des choses. Ouais. La mer a dû te manquer, par exemple? Ah, c'est fou à quel point la mer m'a manqué. Puis elle me manque encore au quotidien. Là, je vois le fleuve Saint-Laurent de ma maison maintenant. Là, je me suis rapprochée de l'eau. Donc, ça me rapproche de la nature, mais... Tu sais, l'océan à perte de vue, moi, j'ai toujours su où j'étais sur l'océan. Jamais je me suis dit où est-ce que je suis. Je connaissais toujours ma position. J'ai jamais eu l'impression d'être nulle part. Même que je me souviens de chaque position, je me souviens de ce que l'océan avait l'air. Je peux pas dire « qu'est-ce que ça avait de l'air? » Donc, je regarde la map, ma trajectoire, puis je peux jamais me dire « comment est-ce que c'était donc ce jour-là? » Je me rappelle de l'océan. Est-ce que les mots peuvent traduire l'émotion? J'ai l'impression que non, c'est tellement grandiose ce que tu as vécu. Oui, puis je pense que, tu sais, de vivre dans la nature comme ça, d'être tellement en contact avec le grand, l'immensité et tout, il n'y a plus de mots. Tu sais, les mots, c'est pour s'exprimer en société. Donc, quand on est comme ça, hors un no man's land, je pense qu'il n'y a plus non plus de mots entre moi et l'expérience. Je l'analyse pas, l'expérience. Je fais juste être Tu la dedans. reçois, tu fais juste la Ouais. recevoir à ce moment-là. Je l'observe. Donc, j'ai pas tellement... Non, je mettais pas tellement de mots sur comment ça se passait, comment, ben oui, pour l'exprimer puis pour la transmettre aux médias puis aux gens C'est ça. puis aux réseaux sociaux et tout, mais j'étais tellement dans l'expérience que ce serait difficile pour moi de... La même chose aussi comme comment j'ai été seule longtemps, comment on accède à une partie de soi en étant seule, dénudée du regard des autres autour de soi, de la société. Ce regard-là que j'avais sur moi, ce contact-là que j'avais avec moi, j'ai pas pu le retrouver encore sur Terre. C'est pas une fin de semaine dans un chalet toute seule ou enfermée dans le garde-robe que je vais retrouver cette Faut que chose-là ça là, qui est s'installe, moi. ça prend du temps à s'installer. Oui, Ce contact avec soi-même. ouais, encore une fois, le temps. Ouais, encore. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, selon Nelson Mandela. C'est une de tes phrases. Ouais. Effectivement. C'est vrai, oui.
Et puis je pense que quand on Et t'en a... fais de l'éducation, excuse-moi. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Donc, pour moi, c'est tellement important de parler d'environnement, de parler de l'océan, de parler autant du dépassement de soi dans mes conférences que durant ma traversée, je parlais de l'environnement parce que il faut que les gens sachent que oui, il y a des plastiques sur les océans et bien, il y a la science qui peut nous aider à prévenir la pollution à grande échelle. As-tu fait de toi une meilleure personne? Je pense... Ou tu avais déjà ça en toi? Je pense que je l'avais déjà en moi, mais je l'ai raffiné à travers mes expériences sur l'océan parce que je devenais de plus en plus, à chaque fois que je voyais un morceau de plastique ou des déchets, ça m'emportait encore plus à chaque fois. Mais au lieu d'être fâchée de trouver ça négatif et tout, il faut que je tire parti de ça pour canaliser cette énergie-là dans justement des efforts pour renseigner la population, des efforts pour éduquer. Oui. Ouais. Et la dernière de tes 3 phrases, le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. C'est tiré du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Je pense que ça dit tout, oui. C'est un livre qui change la vie, ça, le Petit Prince. Oui, puis, tu sais, je pense que en mer, surtout, j'ai réalisé ça, puis ça devrait être comme ça à tous les jours, c'est qu'il n'y a rien d'immuable. Tout change constamment. Ouais. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est immobile, puis qui ne change pas, puis qui va toujours rester. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'âme ou la vérité ou le soi. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a quelque chose auquel on connecte qui reste toujours là et qui est inébranlable. As-tu une foi plus grande? Une foi plus grande, ben ça dépend en quoi, mais j'ai... C'est pour ça que j'ai laissé la question ouverte un peu. J'ai une foi plus grande. Tu sais, j'aime tellement la science, j'aime tellement le... Tu sais, je crois qu'on ne peut pas tout expliquer. Tu sais, je crois que l'humain est très intelligent, très brillant, mais qu'on ne peut pas tout expliquer. Donc, je crois qu'il y a quelque chose, oui, qu'on ne peut pas expliquer, qui est là. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose de très scientifique là-dedans. Là. Je pense pas que je sois très, très religieuse, dans le sens où j'adhère pas aux églises, parce que c'est les hommes qui les ont créées, donc j'adhère pas à ça. Mais la spiritualité, oui. Oui, Ça, ouais, c'est tout à fait. c'est autre Oui, chose. exactement. OK, on continue avec Mylène Paquet. Mylène, ce bloc s'appelle « On presse le citron ». OK? C'est 10 minutes, 10 questions. Je pars d'un mot qui me fait penser à mon invité et je trouve des synonymes. De ces synonymes, je bâtis les questions. OK? Ah! Le mot pour toi, c'est « vaincre ». J'ai OK. trouvé 10 synonymes au mot « vaincre ». Conquérir. Qu'est-ce qui est le plus excitant, la quête ou la conquête? Aïe, aïe, la quête. Je pense que c'est la quête, oui, parce que dans une quête, on ne sait pas toujours vers où on s'en va, donc on a plein de conquêtes dans une quête. Ouais. Et c'est parce qu'on en fait, on s'imagine pas non plus tout ce qu'on va vivre Exactement. avec la conquête. Oui, avec la conquête, exactement. Donc, avoir conquis quelque chose, c'est déjà fait. Donc, la conquête, elle, c'est de se rendre quelque part. Donc, c'est le voyage, c'est encore plus puissant. Et dans le temps, ça s'inscrit beaucoup plus longtemps. Oui, parce que c'est 130 jours la traversée de ton Atlantique, comme on l'a appelé, mais c'était 5 ans de préparation. Ah quand oui. même. J'aime comparer, tu sais, les 130 jours où on voit la trajectoire, on la voit vraiment, là, tourner en ronde des fois, puis essayer d'avancer, mais c'est quand même 1800 jours de préparation. Donc, la traversée, c'est juste 7 de ce projet-là. Donc, c'est très petit par rapport au reste de l'aventure qui était la préparation. Défaire. On est toujours avec le synonyme de vaincre. De quelle mauvaise habitude as-tu triomphé? De quelle mauvaise habitude? Ah, je n'ai pas triomphé. Ah oui, d'être chialeuse et négative. Oui. J'ai dû maintenant faire appel à mon sens de l'humour sur l'océan, rire de moi, m'observer, arrêter de chialer. Puis sur l'océan, tu sais, on se rend compte, ouais, c'est vrai. Quand ma mère disait que j'étais chialeuse, là, elle avait raison, parce que là, je suis seule avec moi, puis je me trouve bien désagréable, tu sais. Donc, j'ai dû arrêter de chialer. Des fois, ça revient, hein, c'est naturel, tu sais. Oui, puis Donc, ça dénote un perfectionnisme aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai que je suis perfectionniste, puis on chiale parce que c'est pas on parfait. chiale parce qu'on n'atteint jamais le but qu'on s'était fixé, dans le fond. Oui, c'est vrai. OK. Écraser. Un autre synonyme du mot vaincre. Le plus lourd à porter, c'est la solitude ou la défaite? Moi, je pense que c'est la défaite. Le plus lourd à porter, oui, c'est la défaite.
Mais en fait, il y a plein de défaites sur mon parcours. Il y a plein de déceptions. Il y a eu, oui, effectivement, parce que oui, tu as réussi ton exploit, mais en même temps, il y a eu en cours de route des avaries, il y a eu des problèmes, tu t'es assommé. Oui, bon. puis il y a plein de choses que je me suis dit, Colin, c'était pas de même que je voulais que ça se passe. T'sais. Moi, ma grande défaite dans cette aventure-là, c'est d'avoir dû attendre dans ma cabine aussi longtemps. J'aurais tellement aimé ramer 10 jours d'affilée, 20 jours d'affilée, tu sais. T'avais trop de vent devant. J'avais trop de vagues croisées, puis c'était tellement dangereux. Il y avait tellement de dépression. En fait, c'était des chapelets de dépression. Donc, les vagues changeaient toujours, le vent changeait toujours. Puis... Donc, ça, pour moi, c'était une défaite. Mais j'ai pu avancer quand même parce que je donnais des petits coups de rame à tous les jours quand même. Puis j'étais capable de bien arranger le bateau, organiser le bateau parce que j'ai pas ramé tous les 5000 km. J'avais même ramé de reculons des fois, mais j'ai pu quand même faire de la tactique puis réussir à faire avancer le Parce bateau. que souvent, moi, c'est vrai, j'avais cette idée-là, que tu ramais tout le temps, mais dans le fond, tu te laisses aller avec le courant. Le courant était contre moi souvent. OK. Donc, c'était plus les vents. Je pouvais tirer parti des vents pour aller au sud, au nord ou à l'est. Et puis, pour prévenir de perdre de la route, bien là, je mettais des parachutes sous-marins ou des ancres flottantes et tout. Ouais. OK. Ensuite, enfoncer. Alors que tu avais le moral au plus bas, qu'est-ce qui t'empêchait de t'enfoncer davantage? Mon équipe, moi, je pensais souvent à mon équipe au sol. Je me disais, moi, j'ai peut-être le goût de laisser tomber là, mais eux, non. Donc, il faut que je les remonte. Ils ont besoin de moi. Si la leader veut laisser tomber, si moi, je veux abandonner puis me faire héliporter ou me faire rapatrier par un cargo, tu sais, eux vont pas avoir fait ça pour rien, c'est pas vrai. Donc, c'était vraiment mon équipe. Je pensais à ces gens-là qui étaient bénévoles là, pour la plupart puis qui donnaient tellement de temps. Puis tes parents là-dedans? Ah bien, c'est sûr que eux, je pensais à eux. Oui. Mais des parents, tu sais, la façon dont ils ont abordé ce projet-là, ils m'ont guidée vers les bonnes solutions, les bonnes ressources, comme par exemple ma mère qui m'a donné la plus grande réflexion possible. Son premier cadeau dans ce projet-là, pour moi, c'est mon testament. Elle m'a dit, ben tu veux aller faire quelque chose de dangereux, bien, je vais t'emmener chez le notaire puis tu vas faire ton testament. Donc, elle m'a offert une réflexion. Donc, elle m'a vraiment guidée vers les bonnes réflexions. Mon père aussi, s'est braqué, mais il a accepté le projet au bout du compte. Il était fier de moi, mais ça a été des mois difficiles avec mon père au début, oui. Puis ta sœur, je pense de très près. Ma sœur, je pense que longtemps, s'est sentie coupable. Elle me le dit pas, mais elle a dû se sentir tellement coupable. Parce que c'est elle qui t'a donné cette piqûre-là. Oui, comme puis on elle a a dû dit. se dire, oh mon Dieu, tu sais, si elle a à mourir en mer ou si elle disparaît, je vais tellement me sentir mal, tu sais. Alors, puis elle a tellement travaillé fort à essayer de, tu sais, coller les pots cassés avec mes parents, puis tu sais, essayer de faire le pont entre nous et tout. Donc, oui, elle a payé fort un lourd tribut. Ouais. C'est pas une question qui est écrite. Est-ce que tu préférais mourir en mer ou mourir sur Terre? Je préférais mourir de vieillesse dans mon lit. Donc, OK. Donc sur Terre. Sur Terre. OK. Gagner. Qu'est-ce que l'on gagne à dépasser ses peurs et ses limites? je pense qu'on gagne sur soi. On gagne pas, tu sais, la notoriété qu'on gagne aux yeux des autres. Les yeux des autres sont pas là quand je suis toute seule avec moi-même. Tu sais, c'est pas ça vraiment qu'on gagne. C'est quelque chose qui vient avec. Mais je pense qu'on gagne sur soi. On gagne justement des nouvelles réflexions. On gagne d'avancer, de faire des pas en avant. On gagne... il y a des choses qu'on perd en cours de route et qu'on doit réapprendre. Comme? Bien, comme par exemple, comme je disais tantôt, le même exemple, chialer. Il a fallu que j'arrête de chialer. Mais il y a des jours où je me remets à chialer puis je me dis, oh, j'ai perdu ma bonne attitude. Ouais, tu sais. ça. J'ai perdu mon sens de l'humour. Il est où? Il y a des semaines difficiles depuis que je suis revenue sur Terre puis je me dis, bon, bien, qu'est-ce que j'ai appris en mer? Comment je peux l'appliquer concrètement là, au quotidien? Puis d'avoir réalisé cet exploit-là, ça fait de toi quelqu'un hors norme et on a le droit d'être ordinaire aussi des Ouais. fois. Tu sais, le regard des gens que les gens portent Ouais. sur toi est extraordinaire, mais toi, tu peux te sentir ordinaire. Oui, c'est ça. Puis les gens, des fois, ils changent d'attitude quand ils apprennent qui je suis, tu sais. Là, ils changent d'attitude puis ils deviennent comme impressionnés. Puis ça ben, c'est correct, là. Mais c'est l'icône qui les impressionne, c'est pas moi. Faut pas que je le prenne pour moi, c'est pas moi, tu sais. Ils ont quoi, les gens qui font de grands exploits en commun? Je pense que ce Je qu'ils pense ont encore en de Bernard commun... Voyer. Je ne sais pas si tu l'as Ouais. déjà rencontré, Bernard. Oui, à la base, parce qu'il y a bien des aventuriers qui sont, bon, tu sais, qui ont de la prestance ou tu sais, qui ont de l'ego, peut-être. là. Fait que je pense pas que je fasse partie de ce groupe-là, mais ce qu'ils ont en commun, tout le monde, parce qu'ils n'ont pas tous de l'ego, c'est l'étincelle dans les yeux. Ouais, il y a une étincelle de découvreur, d'explorateur, il y a une curiosité, il y a quelque chose de... Tu sais, mettre le pied où personne n'a mis un pied, tu sais, la soif d'expérience, c'est ça qu'ils ont en commun, ouais.
Maintenant, toujours avec le synonyme du mot vaincre, remporter. Ironiquement, c'est Sept-Îles qui a remporté la chance d'accueillir le Hermel, alors que Hermel Lavoie, ton guide maritime, rêvait que ton bateau finisse ses jours dans sa ville à Rimouski. As-tu une déception pour Hermel? Non, parce que c'est pas vrai. Hermel ne voulait pas Ah que non? son bateau C'était finisse pas à vrai, ça? Rimouski, non. Hermel, ce qu'il voulait pour le bateau, il disait, ce que je veux, c'est qu'on garde l'intégrité du bateau. C'est qu'on conserve tout le travail, la labeur, tu sais, que les bénévoles ont donné, que lui a donné. Donc, on modifie le bateau. Pour lui, ça allait le tuer. Il disait, il ne faut pas... Faut le garder intact. Faut le garder intact comme il est arrivé à Lorient. Puis surtout, il me disait, je ne l'ai même pas vu, moi, ce bateau-là, depuis qu'il est arrivé. Je ne l'ai même pas vu. Fait que je vois quelqu'un mettre un coup de peinture là-dessus, ça l'achevait, ça le détruisait lentement. Donc, nos critères, c'était la conservation du bateau, la mise en valeur, puis le prix. Tout le monde avait le même prix, tout le monde offrait le même prix. Donc, il y avait 4-5 musées qui voulaient offrir des sous pour le bateau, puis offrir vraiment un endroit pour pouvoir le conserver. Puis cette île, ils ont tellement respecté tout ce qu'on voulait, là, vraiment. Il est là en exposition. Il est là en exposition à cette île. Surmonter. Outre ta peur de l'eau, quelle autre peur as-tu réussi à surmonter? Ma peur de tomber malade ou ma peur de... Bien, j'avais pas peur de mourir, mais ma peur de décevoir les gens aussi. Oui, parce que tout le monde avait des attentes différentes par rapport à moi. Puis ça montait de plus en plus au fur et à mesure où tu te rapprochais de ton but. Oui, chaque membre de mon équipe disait, ben là, aujourd'hui, pourquoi qu'elle rame pas? Ben là, je peux pas tout faire ce que vous voulez chacun. Tu étais malade en mer? Oui, j'ai été malade, oui. Les 4 premiers jours, j'ai eu le mal de mer. Je me suis cogné la tête. J'ai eu une infection urinaire, une infection au rein à la fin. J'ai été malade. C'est le temps que ça finisse, hein? Oui. OK, surpasser. Établir un record, est-ce que c'est être condamné à essayer de le surpasser, vrai ou faux? Faux, oui. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on s'est dépassé nous-mêmes, c'est correct. C'est correct. Ouais. Tu cherches Selon pas moi. Tu cherches pas un autre record? Ah, peut-être. Peut-être? Peut-être d'autres records, mais pas à la rame. C'est OK. assez. Ouais. Triompher. À tout jamais, ton nom sera associé à la traversée de la rame en solo à travers l'Atlantique. Est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi aussi pour autre chose? Oui, moi, j'aimerais qu'on se souvienne de moi pour mes implications en environnement. Puis de plus en plus, j'en développe davantage. Puis j'aimerais qu'on se souvienne de moi pour mon sens de l'humour, mes conférences, le livre que j'ai écrit, puis d'autres aventures qui s'en viennent aussi. Pas seulement celle-là. Dernière question. Venir à bout de, vaincre. Tu inspires beaucoup de filles et de jeunes femmes à aller au bout de leurs rêves. Est-ce que tu avais envisagé cette retombée de ton exploit? J'avais compris que ça pouvait inspirer les gens à se dépasser. Puis c'est ce que je suis heureuse, en fait, parce que je voulais pas que tout le monde se mette à traverser l'océan à la rame. Mais quand je reçois des courriels, des messages sur Facebook qui me disent « ben toi, tu as fait ça, ben moi, je vais le faire, mon jardin. » Ou « moi, ben je vais en adopter un enfant. » Ou « moi, je vais... » Tu sais, quand tu Pas remettre à compares... demain ce qu'on veut réaliser. Exactement, oui. OK. Conclusion de l'émission avec Mylène. On en a parlé au début de l'émission, le documentaire scénique qui s'en vient sur la traversée justement de Mylène Paquette. Ça va s'appeler comment, justement? La traversée scénique. C'est juste comme ça que ça s'appelle, OK. Entre autres, mercredi 10 février au Centre d'art de la Petite Église à Saint-Eustache et les 3 et 4 mars à la Salle Jésus, il y a d'autres dates. Je vais vous donner aussi le site Internet. Conférence entre terre et mer. Tu l'as fait 260 quelques fois, cette conférence-là? Oui, 265 des poussières. Est-ce qu'elle est terminée? Oui, non, elle continue en fait. C'est surtout le milieu corporatif, dans les écoles, même des fois, je le fais dans des milieux communautaires pour le public général, là, ceux qui veulent voir la conférence. Alors, c'est une conférence qui... Je me suis promenée pas mal à plusieurs endroits avec cette conférence-là, puis je trouve qu'elle a changé aussi. C'est la même histoire, mais j'ai évolué comme conférencière à la livrer ce nombre de fois-là. Bien sûr. Donc, je le sais aussi qu'est-ce que le public maintenant veut savoir. Les questions à la fin m'aident à développer davantage à quelques endroits dans la conférence. Donc, Et qu'est-ce que les gens te disent à la sortie de ta conférence? bien, ils me partagent, surtout les gens qui viennent me voir, à quel point ça les a inspirés. Puis j'aime savoir justement qu'est-ce que ça a changé eux, puis qu'est-ce qu'ils faisaient aussi eux pendant ma traversée. Les gens me le disent beaucoup, ça, oui. Conférence, donc, si on l'a dit, le livre Dépasser l'horizon. Oui. 336 pages quand même. 336 pages, oui. C'est une méchante brique. C'est publié aux éditions oui, La Presse. Oui. Que tu as publié d'ailleurs un an et tu m'as montré effectivement le livre. Il y a une particularité, c'est qu'il est blanc. À un moment donné, quand tu es sur la mer, les pages ont un fond bleu pâle.
exact. Et ensuite, on revient sur la terre ferme. Il y a beaucoup d'images Oui, aussi c'est dans ça. le livre. Il y a plein de petits secrets dans le livre. Ah oui, qu'on peut bon, Ouais. justement, tu t'en es gardé, c'est bien. Ouais. Le Saint-Laurent, tu es ambassadrice du Saint-Laurent, hein, notre Oui. fleuve vivant, et ça, c'est avec la Fondation David Suzuki. Oui, donc il y a ton toujours. parrain? Quel Oui, était ton c'est ça. parrain? Oui, il avait accepté de parrainer Oui. la grande mission de la traversée de l'Atlantique à la rame. Et il y a la semaine du Saint-Laurent chaque année au mois de juin, environ au mois de juin. Et bien là, ça vise à rapprocher le public du Saint-Laurent, faire des actions concrètes pour se rapprocher du Saint-Laurent et tout, et de renseigner la population sur différents aspects. Et ça, bien, c'est à chaque année autour du mois de juin. Et bien, je trouve ça super le fun. Il y a aussi plein de conférences sur le Saint-Laurent. On peut demander à un conférencier de venir nous parler du Saint-Laurent dans différents milieux aussi. Il y a aussi le Circuit bleu, Oui. qui est pour la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno. C'est le tour de l'île de Montréal en kayak. Ça dure 4 jours, c'est 110 Oui. km. Ouais. Tu en es la porte-parole? Oui, C'est exactement. Porte-parole officielle. Je suis très heureuse de ça, très fière. Et c'était la 2e édition cette année. Et cette année, je l'ai fait. 150 000 tu as été chercher? c'est ça? Oui, c'est ça. La 152 première année, 000. 90, Ouais, je crois. Et là, cette 152. année, 152 000. OK. J'ai pas vu les dates pour la prochaine année, mais... Oui, donc c'est vers le mois de septembre. OK, on C'est va là que l'eau regarder est ça. le plus chaude C'est ça. pour... Et il y a aussi le GREM, le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins qui est situé à Tadoussac, grem.org, donc G-R-E-M-M.org, Oui. que tu appuies Oui. d'ailleurs dans tes choses. Puis, tu as un projet encore, c'était quoi que tu t'es ouvert? Le projet avec le GREM? Oui, non. Avec le GREM, c'est un projet par rapport au beluga, mais OK. vous pouvez suivre, là, on n'a pas fait encore de grandes annonces officielles, mais vous pouvez suivre en fait, tous les efforts du GREM pour étudier cette baleine-là, La qui est navigatrice emblématique. n'est pas devenue juste une conférencière, là. Non, c'est non, ça. non, la Elle va- navigatrice a besoin de de naviguer retourner. encore, exactement. C'est un autre projet, mais cette fois-ci à la voile, c'est À la ça? voile, tout à fait. Donc, je retourne à mes premiers amours à la voile et c'est pas tout de suite. C'est dans quelques années. Donc, j'ai pas encore de date de départ officielle. Je veux pas encore parler de bateau, quel bateau et tout ça, mais ça va OK. peut-être en faire rêver encore plus d'un et on va pouvoir me suivre encore sur Internet et par les médias. MylènePaquette.com, justement, pour tous les détails. À chaque fois, je termine avec une citation qui me fait penser à mon invité. Toi, elle m'est venue de l'écrivaine et romancière et nouvelliste Madeleine Ferron, qui a été d'ailleurs honorée par la presse, tout comme toi, parce que tu as été aussi personnalité de l'année. Elle est décédée à l'âge de 88 ans en février 2010 et tirée de son roman Le Baron écarlate, elle écrivait la phrase suivante qui me fait penser à toi, OK? Pour réussir, il ne suffit pas de continuer, il faut toujours se dépasser. C'est bien. C'est bien, hein? Oui, C'est vrai, dans le fond. c'est vrai. Mylène, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite Merci. une bonne série de spectacles, de documentaires scéniques, Oui, et puis de Merci. continuer à nous faire rêver. merci beaucoup. Merci, C'était Mylène. vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas pressé. Bye tout le monde!